À 69 ans, moi, Vivienne Tresley, je me suis sentie sans abri pour la première fois de ma vie. Non, techniquement, j'avais un foyer. En fait, deux. Mon mari et moi en louions un à Carpentras, et nous vivions désormais à Marseille dans l'autre, la maison de notre fils Cédric. Mais un foyer, c'est bien plus qu'un simple toit au-dessus de la tête. Déménager n'était pas mon idée. Mon mari, Olivier, mécanicien toute sa vie, souffrait maintenant d'une arthrose sévère. Ses mains, autrefois capables de réparer n'importe quel moteur les yeux fermés, peinaient désormais à tenir une tasse de café le matin. Les médecins avaient fortement recommandé un changement de climat. L'air sec de la région marseillaise devait aider à soulager ses douleurs articulaires. Le hasard faisant bien les choses, notre fils unique y vivait avec sa famille. Vivienne, m'avait dit Olivier un soir, alors que nous étions assis sur la terrasse de notre maison de Carpentras, à regarder le coucher du soleil. Je pense que nous devrions sérieusement considérer l'offre de Cédric. Je savais de quoi il parlait. Cédric essayait de nous persuader de nous rapprocher d'eux depuis plusieurs mois. Les enfants ont besoin de leurs grands-parents, disait-il au téléphone. On a plein de place, et ce sera plus facile pour vous si vous avez besoin d'aide. Tu es sûr, avais-je demandé, en regardant notre jardin si bien entretenu, où chaque plante avait été mise en terre de mes propres mains au cours des 20 dernières années. Non, avait-il répondu honnêtement avec un faible sourire. Mais je suis fatigué de me battre contre cette douleur, et ce serait bien de voir mes petits-enfants plus d'une fois par an à Noël. C'est ainsi que nous avons pris notre décision. Nous avons loué notre maison de Carpentras à des locataires fiables, un jeune couple avec un enfant qui a promis de prendre soin de mon jardin. Nous y avons laissé la plupart de nos meubles, mais avons décidé d'emporter les objets les plus précieux. Ma collection de livres rares sur le jardinage et la botanique, que j'avais constituée pendant des décennies. Un bureau ancien que nous avions acheté lors de notre première année de mariage. Une boîte de photos et de lettres de famille. Olivier a insisté pour emporter sa collection d'outils anciens, même s'il ne pouvait plus les utiliser. Ils me rappelleront ce que je savais faire de mes propres mains, avait-il expliqué, en rangeant soigneusement les vieilles clés et les tournevis dans une caisse. Après avoir chargé nos biens les plus précieux dans une camionnette de location, nous nous sommes mis en route vers notre nouvelle vie. En chemin, je me suis souvenu comment, 30 ans plus tôt, je travaillais comme bibliothécaire à la bibliothèque universitaire où j'avais rencontré Olivier. Il était venu réparer la climatisation et était reparti avec mon numéro de téléphone. 3 mois plus tard, nous nous sommes mariés rapidement, mais nous ne l'avons jamais regretté. Cédric est né 1 an plus tard, et notre petite famille était complète. Cédric a maintenant 38 ans. Il est agent immobilier et est marié à Amélie depuis 10 ans. Ils ont 2 enfants, Léo, 12 ans, et Chloé, 8 ans. Nous ne les voyons pas souvent. Ils venaient généralement nous rendre visite pour les fêtes, mais ces dernières années, ces visites étaient devenues de plus en plus courtes. Marseille nous a accueillis avec un soleil radieux et un vent sec et chaud. La ville s'étalait, baignée de lumière, entre la mer et les collines du massif de l'Étoile. La maison de Cédric se trouvait dans un quartier que j'ai appris plus tard à appeler le domaine de Saint-Jérôme, une banlieue tranquille avec de jolies maisons de plain-pied. « Maman, papa, vous êtes enfin là !» nous a accueillis Cédric sur le pas de la porte. Il avait l'air prospère et confiant dans son costume d'affaires et ses chaussures cirées. « Laissez-moi vous aider avec vos affaires. » Amélie le suivait, un sourire amical aux lèvres. « Bienvenue. Les enfants sont tellement excités de votre arrivée. » Cependant, les enfants ne sont pas sortis pour nous saluer. Léo et Chloé ne sont apparus qu'une demi-heure plus tard, alors que nous avions déjà rentré la plupart de nos affaires. Ils nous ont salués poliment et ont immédiatement filé dans leur chambre. Cédric nous a fait visiter notre nouveau logement, une petite chambre d'amis avec une salle de bain attenante, à l'arrière de la maison. « J'espère que vous serez à l'aise ici, » a-t-il dit. « Je sais que c'est plus petit que votre maison à Carpentras, mais au moins, nous serons tous ensemble. » « C'est très bien, mon chéri, l'ai-je rassuré, bien que la pièce soit vraiment exiguë pour 2, surtout avec toutes les affaires que nous avions apportées. »« Où allons-nous mettre les livres et les outils ?» a demandé Olivier, en regardant le petit espace. « Oh !» Cédric a hésité un instant. « Je pense qu'on peut en laisser une partie dans le garage pour l'instant. Il y a des étagères là-bas, et il faudra peut-être ranger certaines choses de manière plus compacte. » Ce soir-là, nous avons eu un dîner de famille pour célébrer notre arrivée. Amélie avait préparé un rôti, et nous nous sommes tous réunis autour de la table. La conversation était maladroite. Cédric parlait de son travail,
de transactions immobilières prometteuses et de projets d'expansion de son agence. Amélie a mentionné son travail dans une agence de marketing. Les enfants mangeaient en silence, picorant dans leurs assiettes. « Comment ça se passe à l'école ?» ai-je demandé à mes petits-enfants, en essayant de les faire participer à la conversation. « Bien », a haussé les épaules Léo, sans quitter des yeux son téléphone sous la table. « J'ai un concours de maths la semaine prochaine », a ajouté Chloé, un peu plus animée. « Vraiment ? Je pourrais t'aider à te préparer, ai-je proposé. J'étais plutôt douée en maths. Elle a un professeur particulier, maman, est rapidement intervenue. Amélie. Mais merci pour la proposition. Après le dîner, Cédric et Amélie sont allés dans leur bureau pour discuter de questions professionnelles. Les enfants se sont éclipsés dans leur chambre, et Olivier et moi nous sommes retrouvés seuls dans la cuisine à faire la vaisselle. Alors, tu es content du déménagement ? Ai-je demandé doucement, en lui tendant une assiette à essuyer. Laisse-leur le temps, Vivienne, a-t-il répondu. Ils sont simplement habitués à vivre leur vie. Il leur faut du temps pour s'habituer à nous, et à nous de nous habituer à eux. Cette nuit-là, je n'ai pas réussi à trouver le sommeil. La chambre me paraissait étrangère, le matelas trop mou et le climatiseur trop bruyant. Je pensais à notre maison à Carpentras, au jardin qui avait probablement besoin d'être arrosé, aux voisins avec qui nous étions amis depuis des décennies. Avions-nous pris la bonne décision ? Trouverions-nous notre place dans cette nouvelle vie ? Le matin a apporté de nouvelles découvertes. Cédric et Amélie sont partis tôt au travail, nous laissant un petit mot sur la table de la cuisine. Le petit déjeuner est dans le frigo. Les enfants partent pour l'école à 8 heures. Nous serons de retour vers 18 heures. Faites comme chez vous. La maison était grande et moderne, mais en quelque sorte impersonnelle. Il n'y avait pas de photos de famille au mur, pas de souvenirs sur les étagères, juste des meubles design et des tableaux abstraits. J'ai essayé d'arranger certaines de nos affaires dans la chambre d'amis, mais il n'y avait pas assez de place. Peut-être devrions-nous demander à Cédric de libérer de l'espace dans le débarras pour tes livres, a suggéré Olivier, en observant mes tentatives de faire entrer des éditions rares dans une minuscule armoire. On verra, ai-je répondu, incertaine. Je ne veux pas causer de problème dès le premier jour. Les petits-enfants, comme le prévoyait la note, se sont préparés pour l'école à 8 heures. Je leur ai proposé le petit déjeuner, mais ils ont dit qu'ils mangeraient à l'école. Chloé a ajouté un « merci mamie », mais Léo est simplement sorti sans un mot. Restés seuls, Olivier et moi avons décidé d'explorer le quartier. La journée était claire, et l'air sec de Marseille semblait vraiment faire du bien à Olivier. Il se déplaçait plus librement que ces derniers mois à Carpentras. Le quartier était calme et bien entretenu, avec des maisons soignées et des pelouses tondues. Nous avons marché jusqu'à un petit parc à quelques rues de la maison et nous sommes assis sur un banc, observant les jeunes mères avec leurs enfants. « Tu penses qu'on a bien fait ?» a demandé Olivier, en regardant les collines au loin. « Je ne sais pas, » ai-je répondu honnêtement. « Mais nous devons donner une chance à cette situation, pour toi, pour les enfants. »« Pour nous tous », a-t-il acquiescé. « Mais souviens-toi, Vivienne, si les choses ne s'arrangent pas, nous avons toujours notre maison. » Le soir, lorsque Cédric et Amélie sont rentrés du travail, j'ai essayé de discuter de la question du rangement de nos affaires. « Cédric, mon chéri, » ai-je commencé prudemment. Ton père et moi sommes un peu gênés de le dire, mais la chambre d'amis est vraiment trop petite pour toutes nos affaires. Peut-être pourrions-nous utiliser une partie du débarras ou... Bien sûr, maman, m'a-t-il interrompu sans lever les yeux de sa tablette. Utiliser le garage. Il y a plein de place là-bas. Mais il n'y a pas d'étagère pour les livres dans le garage, ai-je fait remarquer. Et c'est trop humide pour les vieux livres. Alors je ne sais pas, a-t-il finalement levé les yeux vers moi. Peut-être auriez-vous dû laisser la plupart de vos affaires à Carpentras. Vous n'êtes pas venu pour de bon, si ? La question m'a prise au dépourvu. Nous n'avions jamais discuté de la possibilité que ce déménagement soit temporaire. Du moins, je pensais que nous déménagions pour être avec notre fils et sa famille pour nos vieux jours. Nous pensions que c'était une décision à long terme, a dit Olivier, remarquant ma confusion. Bien sûr, a rapidement acquiescé Cédric. Je pensais juste que vous voudriez peut-être retourner chez vous quand ton père ira mieux. Quoi qu'il en soit, nous trouverons une solution pour vos affaires. Mais dans les jours qui ont suivi, rien n'a été résolu. Nos livres et outils sont restés dans des cartons, certains dans la chambre d'amis, d'autres dans le garage. Chaque fois que j'abordais le sujet,
Cédric ou Amélie trouvaient une raison de reporter la conversation. Progressivement, j'ai commencé à réaliser que notre présence dans la maison était perçue comme un inconvénient temporaire qu'il fallait endurer. Cédric et Amélie étaient polis, mais gardaient leur distance. Ils ne nous demandaient jamais notre avis sur les affaires domestiques, ne s'enquéraient jamais de nos plans pour la journée, ne nous invitaient jamais à nous joindre à leurs activités du soir. Un jour, j'ai surpris Amélie en train de parler à une amie au téléphone. « Oui, ils vivent avec nous en ce moment. Non, je ne sais pas pour combien de temps. J'espère pas trop longtemps. » Ces mots m'ont profondément blessée. Étions-nous vraiment un fardeau pour eux? J'essayais toujours d'être utile. Je préparais le dîner quand ils étaient au travail. J'aidais au ménage et j'avais même commencé à remettre en état le jardin négligé. Olivier, malgré son arthrose, réparait de petites choses dans la maison. Nous n'interférions jamais avec leur routine quotidienne et essayions d'être aussi discrets que possible. Les choses n'étaient pas meilleures avec les petits-enfants. J'essayais de trouver un terrain d'entente avec Chloé en lui proposant de l'aider avec ses devoirs ou de lire avec elle, mais elle trouvait toujours des excuses. Léo nous évitait complètement, s'enfermant dans sa chambre dès que nous apparaissions à proximité. 2 semaines après notre arrivée, j'ai remarqué que l'un de mes biens les plus précieux, une première édition de l'origine des espèces de Darwin, avait disparu d'un carton dans le garage. J'ai cherché dans toute la maison, mais le livre était introuvable. « Cédric ?» ai-je demandé le soir, alors que tout le monde était réuni pour le dîner. « As-tu vu mon livre de Darwin? Celui avec la reliure en cuir. »« Quel livre ?» Il avait l'air sincèrement surpris. « L'origine des espèces. Il était dans un carton dans le garage, mais maintenant je ne le trouve plus. »« Oh, ce vieux bouquin !» a-t-il dit d'un geste de la main. Je l'ai emmené chez un expert. Je voulais savoir combien il valait. Il avait l'air précieux. Tu as fait quoi? Je n'en croyais pas mes oreilles. Cédric, c'est mon livre. L'un des plus chers de ma collection. Comment as-tu pu le prendre sans demander? Je voulais juste aider, a-t-il haussé les épaules. Vous vous plaignez tout le temps de ne pas avoir assez de place pour vos affaires. J'ai pensé qu'on pourrait peut-être vendre certains des objets de valeur et acheter quelque chose de plus compact. Mais ce n'est pas à toi de décider. La colère montait en moi. Ces livres font partie de ma vie, de mon histoire. Ce ne sont pas de simples objets qu'on peut remplacer. Maman, calme-toi. Cédric avait l'air agacé. Je vais te rendre ton livre, mais vous devez vraiment décider quoi faire de toutes ces vieilleries. Notre maison n'est pas un garde-meuble. Cette nuit-là, allongée à côté d'Olivier, je me suis enfin laissé pleurer. On a fait une erreur, ai-je murmuré. Ils ne veulent pas de nous ici. Ne dis pas ça. Olivier me caressait le bras. Ils ne sont pas encore habitués. Laisse-leur le temps. Mais le temps ne semblait qu'aggraver les choses. Nous nous sentions de plus en plus comme des invités indésirables dans la maison de notre fils. Chaque jour apportait de nouvelles petites vexations et déceptions. Amélie oubliait de nous appeler pour le dîner quand ils avaient des invités. Cédric ignorait les conseils d'Olivier sur les réparations de la maison, préférant faire appel à des professionnels coûteux. Les petits-enfants continuaient de garder leur distance, suivant clairement l'exemple de leurs parents. Pourtant, je ne perdais pas espoir. Peut-être avions-nous juste besoin de plus de temps pour nous habituer les uns aux autres. Peut-être qu'avec le temps, la glace fondrait et nous deviendrions une vraie famille. Avec ces pensées, je m'endormais chaque nuit, espérant que le lendemain apporterait des changements pour le mieux. Mais les changements qui sont survenus n'étaient pas du tout ce que j'avais espéré. 1 mois après notre arrivée, j'ai découvert que plusieurs autres livres de valeur avaient disparu des cartons. Et quand je suis entrée dans le bureau de Cédric à la recherche de l'aspirateur, j'ai vu sur son bureau des relevés bancaires à mon nom. Je ne les ai pas lus à ce moment-là, décidant que ce devait être une sorte d'erreur. Cependant, les graines du soupçon avaient été semées. Quelque chose se passait dans notre dos, et j'étais déterminée à découvrir quoi. Une routine s'est rapidement installée. Chaque matin, Cédric et Amélie partaient au travail avant que j'aie le temps de leur préparer le petit déjeuner. Les enfants se préparaient pour l'école, nous adressant à peine un signe de la tête en partant. La maison se vidait, et Olivier et moi restions seuls dans cet espace spacieux mais étranger. Et si on préparait quelque chose de spécial pour le dîner? Ai-je suggéré un matin, essayant de trouver un moyen de remonter le moral de la famille. Olivier a hoché la tête, luttant pour délier ses doigts. Malgré le climat sec de Marseille, son arthrose semblait s'être aggravée ces dernières semaines.
Tu te souviens de cette recette de lasagne que Cédric adorait quand il était petit? A-t-il demandé. Bien sûr que je m'en souvenais. La recette venait de ma mère, et je la faisais souvent quand Cédric était enfant. Il en redemandait toujours, les yeux brillants de plaisir. L'idée de ramener ne serait-ce qu'un peu de cette proximité familiale me réchauffait le cœur. J'ai passé toute la journée en cuisine. Je suis allée au supermarché le plus proche pour des ingrédients frais, dépensant une partie de notre modeste pension pour du fromage et de la viande de qualité. Je voulais que tout soit parfait. Quand la famille est rentrée, l'odeur de sauce tomate et de pâtes fraîchement cuites emplissait la maison. J'ai mis la table dans la salle à manger, et j'ai même trouvé des bougies dans un des tiroirs de la cuisine. « Qu'est-ce que c'est ?» a demandé Amélie en entrant dans la cuisine et en voyant ce que je faisais. « Une surprise pour tout le monde, ai-je souri. J'ai fait les lasagnes préférées de Cédric, une vieille recette de famille. » Oh. Elle avait l'air confuse. « C'est très gentil, Vivienne, mais nous avons des projets pour le dîner ce soir. Nous devions essayer un nouveau restaurant avec les Martins. » Les Martins, nos amis et clients potentiels pour Cédric, a-t-elle expliqué. Nous avons arrangé ça la semaine dernière. Je vois. Mon enthousiasme est instantanément retombé. Et les enfants? Léo a un entraînement de basket et Chloé va à l'anniversaire d'une amie. Amélie a jeté un coup d'œil à sa montre. Je dois y aller. Garde des lasagnes. Peut-être qu'on les goûtera demain. Ils sont tous partis 1 heure plus tard, nous laissant, Olivier et moi, seuls avec les lasagnes qui refroidissaient et les bougies éteintes. Ne le prends pas à cœur, Vivienne, a dit Olivier, voyant ma déception. Ils ont leur propre vie. Je sais, ai-je soupiré en débarrassant les assiettes. Je voulais juste me sentir utile. Des moments comme celui-ci se produisaient avec une régularité effrayante. Des événements familiaux dont on ne nous parlait pas. Des conversations qui s'arrêtaient quand nous entrions dans la pièce. Des photos de week-end en famille où il n'y avait pas de place pour papy et mamie. Une fois, j'ai surpris Amélie au téléphone. Oui, juste nous cette fois. Pas les vieux. Ils sont gentils, mais tu sais, parfois on a besoin d'une pause, de ne pas avoir à s'occuper d'eux. Ces mots m'ont transpercé le cœur. Olivier et moi ne demandions jamais rien. Au contraire, nous essayions d'être utiles. Je cuisinais, je nettoyais, je m'occupais du jardin. Olivier, malgré la douleur dans ses mains, essayait d'aider avec de petites réparations, mais personne ne semblait remarquer nos efforts. Les relations avec mes petits-enfants étaient également difficiles. Chloé me laissait parfois l'aider avec ses devoirs, mais toujours avec une réticence évidente. Léo ne nous parlait presque pas, constamment plongé dans son téléphone ou sa tablette. « Léo, j'ai trouvé un livre intéressant sur les dinosaures à la bibliothèque, ai-je dit un jour, connaissant sa fascination pour la paléontologie. Voudrais-tu le lire avec moi? J'ai 12 ans, mamie, a-t-il répondu avec un soupçon de mépris. Je ne lis plus de livres d'images. C'est un livre scientifique, ai-je essayé d'expliquer, avec de vraies photos de fossiles et... Peu importe, a-t-il balayé d'un revers de la main. J'ai une application avec des modèles 3D de tous les dinosaures. C'est bien plus cool que les vieux livres. Après 6 semaines de vie dans la maison de Cédric, Olivier et moi nous sentions plus seuls que jamais. Les frontières étaient invisibles, mais bien réelles. Nous n'étions pas admis dans leur vie. Nous n'étions pas inclus dans leurs plans. Nous ne faisions pas partie de leurs souvenirs. Un matin, Olivier s'est réveillé avec une douleur intense. Ses doigts étaient enflés et son visage était crispé par la douleur. « J'ai besoin de voir un médecin, Vivienne, a-t-il murmuré. Je ne peux même pas tenir une tasse. » Je me suis immédiatement tournée vers Cédric, qui n'était pas encore parti au travail. « Cédric, papa a besoin de voir un médecin. Pourrais-tu nous y emmener? Je ne sais pas comment appeler un taxi ici, et je ne connais pas les lignes de bus. » Cédric avait l'air agacé. « Maman, j'ai une réunion importante dans 1 heure. Ça ne peut pas attendre ce soir? Je peux vous emmener après le travail. » Regarde-le, ai-je dit en désignant Olivier, qui était assis sur le canapé, se balançant la main. Il a mal maintenant. Pas ce soir. D'accord, a accepté Cédric à contre-cœur. Donnez-moi 10 minutes. À la clinique, le médecin a examiné Olivier et lui a prescrit un nouveau traitement anti-inflammatoire. Il a également recommandé des séances de kinésithérapie régulières. Son état s'aggrave, a-t-il dit en regardant les radiographies.
Il pourrait avoir besoin d'une intervention chirurgicale si les médicaments n'aident pas. Sur le chemin du retour, Cédric était silencieux. Ce n'est qu'en arrivant devant la maison qu'il a finalement parlé. Écoutez, je comprends que papa a besoin de soins médicaux, mais la prochaine fois, s'il vous plaît, planifiez à l'avance. J'ai perdu un client important à cause de la réunion annulée. La douleur de ton père ne se programme pas, Cédric, ai-je répondu doucement. Je sais, maman, a-t-il soupiré. C'est juste que, c'est difficile. J'ai des responsabilités. Ce soir-là, après qu'Olivier se soit endormi sous l'effet de ses médicaments, je me suis assise seule dans notre petite chambre, réfléchissant à notre situation. Quelque chose devait changer, mais je ne savais pas quoi. Retourner à Carpentras ? Mais l'état d'Olivier nécessitait une surveillance médicale constante, et je ne pouvais pas lui fournir les soins dont il avait besoin seul. Quelques jours après notre visite chez le médecin, Cédric a frappé à la porte de notre chambre. C'était inhabituel. D'habitude, il criait simplement depuis le couloir quand il avait besoin de quelque chose. « Maman, papa, on peut parler une minute ?» Il avait l'air agité. Nous sommes allés dans le salon où Cédric nous a fait asseoir sur le canapé et s'est assis en face de nous. « J'ai une opportunité incroyable », a-t-il commencé. Un projet d'investissement qui pourrait être extrêmement rentable. Un nouveau complexe résidentiel à la périphérie de la ville. Le terrain a déjà été acheté et les permis ont été obtenus. Il ne reste plus qu'à trouver des investisseurs pour commencer la construction. « Et tu veux que nous soyons des investisseurs ? » a demandé Olivier, bien que la réponse soit évidente. « Oui », a rayonné Cédric. « C'est une situation gagnant-gagnant. Dans 2 ans, la valeur de la propriété là-bas aura au moins doublé. Vous pouvez investir une partie de vos économies et obtenir un excellent revenu pour votre retraite. »« Combien veux-tu » ai-je demandé sans détour. « 50 000 € serait l'idéal, a-t-il répondu. Mais je comprends que c'est beaucoup. Donc même 30 000 aiderait. Olivier et moi avons échangé un regard. Cette somme représentait près de la moitié de nos économies. De l'argent que nous avions mis de côté toute notre vie en cas de maladie grave ou d'autres imprévus. Nous devons y réfléchir, Cédric, a répondu Olivier. C'est beaucoup d'argent pour nous. Bien sûr, a souri Cédric, mais ses yeux montraient son impatience. Ne traînez pas trop. Des opportunités comme celle-ci ne se présentent pas souvent. Plus tard, lorsque nous étions seuls, nous avons discuté de la proposition de notre fils. Qu'en penses-tu ? A demandé Olivier. Le risque en vaut-il la peine ? Je ne sais pas, ai-je dit honnêtement. D'un côté, c'est une chance d'augmenter nos économies. De l'autre, nous ne savons presque rien de ce projet. Cédric ne nous a montré aucun document, aucun calcul. C'est vrai, a acquiescé Olivier. Demandons-lui de nous fournir des informations plus détaillées, un business plan, des prévisions, quelque chose de concret. Lorsque nous avons transmis cette demande à Cédric le lendemain, il a eu l'air agacé. « Vous ne me faites pas confiance ?» a-t-il demandé. « Je suis votre fils. Vous pensez que je vous proposerai quelque chose de peu fiable ? » Il ne s'agit pas de confiance, Cédric, a dit doucement Olivier. Nous voulons juste comprendre dans quoi nous investissons notre argent. C'est une pratique courante. D'accord, a-t-il accepté à contre-cœur. Je vous apporterai quelques documents, mais ne vous attendez pas à un dossier épais avec des calculs. Dans notre métier, beaucoup de choses reposent sur les relations personnelles et l'intuition. Nous n'avons jamais vu les documents promis. Cédric trouvait des excuses. D'abord, les documents étaient restés au bureau. Ensuite, son partenaire les avait emmenés à une réunion avec d'autres investisseurs. Mais la pression n'a pas cessé. Chaque jour, il trouvait un moyen de nous rappeler l'opportunité que nous manquions. En même temps, j'ai commencé à remarquer que certaines de nos affaires disparaissaient. D'abord, mon livre de botanique préféré a disparu, une édition rare du XIXe siècle avec des illustrations uniques. Puis, plusieurs outils anciens de la collection d'Olivier se sont volatilisés. Quand j'ai demandé à Amélie si elle les avait vus, elle a simplement haussé les épaules. Peut-être que vous les avez déplacés quelque part ou que vous les avez laissés à Carpentras. On oublie vite les choses à votre âge. Sa condescendance m'a blessée, mais je n'ai pas discuté. Au lieu de cela, j'ai commencé à surveiller de près nos biens, en faisant des marques discrètes sur les cartons et en vérifiant régulièrement leur contenu. Un jour, en rentrant des courses, j'ai trouvé Cédric dans notre chambre.
Il se tenait près de l'armoire où nous gardions nos documents. Cédric, j'ai été surprise. Qu'est-ce que tu fais? Oh, maman, a-t-il sursauté. Je cherchais vos papiers d'assurance. Je voulais voir si votre mutuelle couvre la kinésithérapie pour papa. J'aurais pu te montrer ces documents moi-même, ai-je dit en m'approchant. Tu n'avais pas besoin de fouiller dans nos affaires. Je ne voulais pas te déranger, a-t-il dit rapidement en fermant le tiroir. Tu étais au magasin et j'ai pensé que c'était urgent. Peu importe. Je demanderai plus tard. Quelque chose dans son comportement m'a alarmée, mais je ne pouvais pas tout à fait mettre le doigt dessus. Peut-être était-ce une intuition maternelle, ou peut-être des années de travail dans une bibliothèque où j'avais appris à remarquer les moindres détails dans le comportement des gens. Ce soir-là, pendant que tout le monde dormait, j'ai soigneusement vérifié nos documents. Tout était en place. Police d'assurance, relevé bancaire, documents pour la maison de Carpentras. Mais quelque chose me dérangeait encore. Je ne pouvais pas me défaire du sentiment que Cédric cachait quelque chose. Les semaines suivantes ont apporté de nouvelles déceptions. Amélie oubliait de plus en plus de nous inclure dans les projets familiaux. Les enfants ne nous parlaient presque pas. Cédric continuait de nous presser au sujet de l'investissement, devenant de plus en plus insistant. Maman, papa, le temps presse, a-t-il dit une fois de plus. D'autres investisseurs se sont déjà engagés. Bientôt, toutes les places seront prises et vous manquerez votre chance. Nous y réfléchissons encore, mon fils, a répondu Olivier. Son état se détériorait. Les nouveaux médicaments n'aidaient pas beaucoup, et nous n'avions pas pu nous inscrire à la kinésithérapie à cause de problèmes d'assurance. Vous réfléchissez. Cédric a levé les yeux au ciel. Combien de temps peut-on réfléchir? Ce n'est pas sorcier. Soit vous me faites confiance, soit vous ne me faites pas confiance. Il ne s'agit pas de confiance, ai-je répété pour la 100e fois. C'est juste beaucoup d'argent pour nous. Nous ne pouvons pas prendre de décision sans toutes les informations. De quelles informations supplémentaires avez-vous besoin? Il a haussé le ton. Je vous ai tout expliqué. Le reste, ce sont des détails techniques que vous ne comprendrez pas de toute façon. Ne nous parle pas comme à des enfants, Cédric, ai-je dit, laissant pour la première fois mon irritation transparaître dans ma voix. Nous avons vécu assez longtemps pour comprendre comment fonctionnent les investissements. Alors pourquoi ne pouvez-vous pas prendre une simple décision? Il s'est levé, nous dominant de sa hauteur. Je vous offre de l'aide, une opportunité de faire fructifier votre argent, et vous agissez comme si j'essayais de vous escroquer. Personne n'a parlé d'escroquerie, est intervenu Olivier, essayant de désamorcer la situation. Nous voulons juste être prudents. Prudents. Cédric a souri amèrement. Vous avez passé toute votre vie à être prudent. Une petite maison, un travail modeste, pas de risque. Et où en êtes-vous maintenant? Vous vivez dans la maison de quelqu'un d'autre, dépendant des autres. Si vous aviez pris des risques parfois, peut-être auriez-vous un vrai capital au lieu des miettes pitoyables que vous avez si peur de perdre. Ces mots m'ont frappé comme une gifle. J'ai senti Olivier se raidir à côté de moi. C'est notre choix, Cédric, ai-je dit doucement. Nous avons vécu notre vie comme nous le jugions bon, et nous ne le regrettons pas. Bien sûr que si, a-t-il reniflé. Qui en douterait? Vous savez quoi? Oubliez ça. Je trouverai d'autres investisseurs, des gens qui comprennent la valeur d'une opportunité. Il est parti en claquant la porte derrière lui. Olivier et moi sommes restés assis en silence, abasourdis par son éclat. Qu'est-ce qui arrive à notre garçon, Vivienne? A finalement demandé Olivier. Je ne le reconnais pas. Moi non plus, ai-je admis. Il a changé, ou peut-être que nous ne l'avons jamais vraiment connu. Le lendemain, Cédric a agi comme si de rien n'était. Il était poli, voire amical. Il a demandé comment Olivier se sentait et m'a proposé de m'aider avec les courses. Mais je sentais la fausseté dans son sourire, le manque de sincérité dans son inquiétude. Ce soir-là, j'ai surpris Cédric et Amélie en train de parler dans la cuisine. Ils ne savaient pas que j'étais derrière la porte, sur le point d'entrer. Ils ne nous donneront pas d'argent, a dit Cédric. Vieux têtu. Ils ne savent pas la chance qu'ils ont. C'est peut-être mieux ainsi, a répondu Amélie. Dubois a dit que le projet pourrait être retardé à cause de problèmes de permis. Au diable, Dubois, a sèchement répliqué Cédric. J'ai déjà investi mon argent là-dedans, et l'argent de tes parents. Si le projet ne démarre pas dans le mois qui vient, on va tout perdre. Tout.
La peur s'est glissée dans la voix d'Amélie. Mais tu avais dit que c'était une affaire sûre. Ça l'était. Comment aurais-je pu savoir que la mairie changerait d'avis sur le zonage? Maintenant, nous avons besoin de fonds supplémentaires pour résoudre ce problème, et c'est pour ça que tu as mis la pression sur tes parents. Qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? Cédric semblait désespéré. La banque ne me donnera pas un autre prêt. Mes partenaires sont fauchés aussi. Mes parents étaient mon dernier espoir. Cédric. La voix d'Amélie tremblait. Tu n'as rien fait d'illégal, n'est-ce pas? Il y a eu une pause et mon cœur a raté un battement. Bien sûr que non, a-t-il finalement répondu, mais il n'y avait aucune confiance dans sa voix. Juste quelques solutions, créatives. Rien de grave. J'ai reculé doucement de la porte, ne voulant pas en entendre davantage. Mon cœur battait la chamade et ma tête était remplie de pensées inquiétantes. De quelle décision créative parlait Cédric? Et quelle était la gravité des problèmes dans lesquels il se trouvait? Je n'ai pas pu dormir cette nuit-là. Olivier ronflait doucement à côté de moi, épuisé par la douleur et les médicaments. Je fixais le plafond, essayant de reconstituer tous les événements étranges des dernières semaines. Les objets manquants, les demandes d'argent persistantes, Cédric fouillant dans nos documents, et cette dernière conversation pleine de désespoir et d'allusion à quelque chose de grave. Le matin, quand tout le monde fut parti, j'ai décidé de mener ma propre enquête. J'ai commencé par le garage, où la plupart de nos biens étaient entreposés. J'ai méthodiquement vérifié chaque carton, chaque tiroir. Le résultat était pire que ce que j'attendais. Au moins une douzaine de livres de valeur manquaient, ainsi qu'une partie importante de la collection d'outils d'Olivier. Ensuite, j'ai jeté un coup d'œil dans le bureau de Cédric. Je ne voulais pas espionner mon propre fils, mais mon instinct de conservation était plus fort. Il y avait des papiers sur son bureau, mais rien qui puisse éclairer la situation. L'ordinateur était protégé par un mot de passe. J'étais sur le point de partir quand j'ai remarqué un reçu de prêteur sur gage qui dépassait d'une pile de magazines. Le cœur serré, je l'ai sorti et l'ai lu. Il y avait une liste d'objets qui avaient été mis en gage. Et parmi eux, j'ai reconnu des descriptions de nos objets manquants. Des livres, des outils, même l'horloge ancienne d'Olivier, qu'il avait héritée de son père. Mes yeux se sont assombris de colère et de douleur. Cédric n'avait pas seulement pris nos affaires. Il les avait vendues comme si elles étaient les siennes. J'ai pris une photo du reçu avec mon vieux téléphone, que Cédric avait un jour qualifié d'antiquité, puis j'ai soigneusement remis le papier à sa place. J'avais besoin de preuves. J'avais regardé assez de séries policières pour le savoir. L'étape suivante fut la chambre de Cédric et Amélie. Je me sentais comme une traîtresse en fouillant la chambre de mon propre fils, mais je ne voyais pas d'autre issue. Dans la table de chevet de Cédric, j'ai trouvé ce qui a finalement brisé mon cœur. Des relevés bancaires à mon nom. De vrais relevés, pas des copies. D'une manière ou d'une autre, Cédric avait obtenu l'accès à mon compte et en avait retiré de l'argent. De petites sommes, mais régulièrement au cours des 2 derniers mois. J'ai pris quelques photos de plus et, entendant la porte d'entrée, j'ai rapidement tout remis en place. C'était Olivier qui rentrait de sa promenade. En voyant mon visage, il a tout de suite su que quelque chose n'allait pas. « Vivienne, que s'est-il passé ?» Je lui ai montré les photos et lui ai raconté ce que j'avais trouvé. Olivier est resté silencieux un long moment, fixant l'écran de son téléphone. Puis il a soupiré lourdement. Je ne voulais pas croire que notre fils était capable d'une telle chose. Mais les preuves, elles sont irréfutables. Que devons-nous faire, Olivier? Je me sentais perdu et trahi. D'abord, nous devons protéger ce qu'il nous reste, a-t-il dit fermement. Nous devons changer les mots de passe de nos comptes bancaires et vérifier tous nos documents. Et ensuite, nous devrons parler à Cédric. Nous avons passé toute la journée à mettre de l'ordre dans nos finances. Nous avons appelé la banque, bloqué nos anciennes cartes et en avons commandé de nouvelles. Nous avons vérifié nos comptes. Heureusement, Cédric n'avait réussi à retirer qu'un montant relativement faible. Nous devons penser à partir d'ici, a dit Olivier quand nous avons eu fini. Retourner à Carpentras ou trouver un autre endroit. Mais ta santé. Ai-je commencé? Ma santé ne va pas s'améliorer dans une maison où l'on nous trompe et nous utilise, a-t-il répliqué sèchement. Je préfère endurer la douleur dans un endroit où je me sens en sécurité. Je savais qu'il avait raison, mais l'idée d'affronter mon fils me terrifiait. Comment allions-nous lui dire ce que nous savions de ses manigances? Comment allions-nous lui expliquer que nous ne pouvions plus vivre sous son toit? Ce soir-là,
Cédric est rentré de bonne humeur. Il était inhabituellement bavard, nous racontant sa journée au travail et nous demandant comment nous avions passé notre temps. Au fait, maman, a-t-il dit nonchalamment pendant le dîner. J'ai réfléchi à notre conversation sur l'investissement. Peut-être pourriez-vous commencer avec un montant plus petit. Même 10 000 € serait d'une grande aide. Je l'ai regardé, son visage souriant, et j'ai senti quelque chose se briser en moi. Comment pouvait-il rester assis là, à faire semblant que tout allait bien, alors qu'il vendait nos affaires et volait notre argent? Tu sais, Cédric, ai-je dit lentement. Ton père et moi avons décidé d'investir de l'argent, mais pas dans ton projet. Quoi? Son sourire s'est légèrement estompé. Dans quoi investissez-vous? Dans notre sécurité, ai-je répondu fermement. Nous avons changé les mots de passe de nos comptes bancaires aujourd'hui, et nous prévoyons de récupérer nos affaires chez le prêteur sur gage de la Grand-Rue. Le sang a quitté son visage. Quoi? De quoi parlez-vous? Tu sais de quoi je parle, ai-je dit, en sortant mon téléphone et en lui montrant les photos du reçu du prêteur sur gage. Nous savons tout, Cédric. Pour les choses que tu as vendues, pour l'argent que tu as pris sur mon compte, pour ton projet d'investissement qui bat de l'aile. Amélie, assise à côté de lui, a haleté et s'est tournée vers son mari. Cédric, est-ce que c'est vrai? Il nous a regardés avec des yeux écarquillés d'horreur, ses lèvres tremblant alors qu'il essayait de former des mots. Je peux expliquer, a-t-il finalement réussi à dire. Ce n'est pas ce que vous pensez. Qu'est-ce que c'est, Cédric? A demandé Olivier d'une voix calme mais ferme. Explique-nous. J'allais tout rembourser, a dit Cédric nerveusement, se léchant les lèvres. Ce ne sont que des difficultés temporaires. Le projet existe vraiment. Il est prometteur. Il y a juste eu quelques complications imprévues. J'avais besoin d'argent pour les résoudre. Et c'est pour ça que tu as volé nos affaires. Je n'ai pas pu cacher l'amertume dans ma voix. Des choses qui n'ont pas de prix pour nous. Des livres que j'ai collectionnés toute ma vie. Des outils que ton père a gardés pendant des décennies. Je les aurais rachetés, a presque crié Cédric, dès que le projet aurait commencé à rapporter de l'argent. Et l'argent de mon compte, ai-je continué. Tu allais le rembourser aussi. Il n'a pas répondu, baissant les yeux. Amélie le regardait avec un mélange de choc et de dégoût. Tu as volé tes propres parents, a-t-elle murmuré. Comment as-tu pu, Cédric? Vous ne comprenez pas. Il a frappé du poing sur la table. Aucun de vous ne comprend. J'étais au bord de la faillite. Toutes mes économies sont investies dans ce projet. S'il échoue, nous perdrons notre maison, nos voitures, tout. Et ça justifie le vol, a demandé doucement Olivier. Nous sommes tes parents, Cédric. Si tu avais été honnête avec nous, si tu nous avais parlé de tes problèmes, nous t'aurions aidé, dans la mesure de nos moyens, mais nous t'aurions aidé. J'ai essayé, s'est-il exclamé. Tu nous as demandé d'investir dans le projet sans nous dire toute la vérité, ai-je secoué la tête, en cachant les risques, en essayant de nous manipuler. Ce n'est pas demander de l'aide, Cédric. C'est de la tromperie. Un lourd silence s'est abattu sur la table. Les enfants, attirés par le bruit, se tenaient dans l'embrasure de la porte de la salle à manger, observant la scène avec peur. Et maintenant? A finalement demandé Cédric. Sa voix semblait creuse. Vous allez à la police? Non, a dit fermement Olivier. Tu es notre fils, quoi qu'il arrive. Nous n'allons pas te dénoncer. Mais nous ne pouvons plus vivre ici, ai-je ajouté. Nous partons demain. Oh. Cédric avait l'air sincèrement surpris. À l'hôtel d'abord, a répondu Olivier. Ensuite, nous déciderons. Peut-être que nous retournerons à Carpentras. Mais papa, ton traitement. Je trouverai un médecin ailleurs. Olivier était catégorique. La santé physique est importante, mais la santé mentale l'est tout autant. Le reste de la soirée s'est déroulé dans un silence tendu. Olivier et moi sommes retournés dans notre chambre et avons commencé à faire nos valises. J'entendais Amélie et Cédric se disputer dans la cuisine. Elle semblait tout aussi choquée que nous par ses actions. En rangeant mes vêtements dans des valises, je pensais à la façon dont tout cela s'était terminé. Nous étions venus ici avec tant d'espoir, pour être plus proches de notre fils, pour aider avec nos petits-enfants, pour passer le reste de notre vie entourés de notre famille. Et maintenant, nous partions, trahis et trompés. Ne te blâme pas, Vivienne, a dit Olivier, remarquant l'expression de mon visage.
Tu n'aurais pas pu savoir qu'il ferait ça. J'aurais dû remarquer les signes plus tôt, ai-je secoué la tête. Ces frontières invisibles qu'il a établies entre nous. La froideur, la distance, c'étaient tous les symptômes d'un problème plus profond. Peut-être, a convenu Olivier. Mais on ne peut pas changer le passé. Ce qui compte, c'est ce que nous faisons maintenant. Vers minuit, on a frappé à notre porte. C'était Amélie. Je peux entrer? A-t-elle demandé doucement. J'ai hoché la tête et elle est entrée, fermant la porte derrière elle. Ses yeux étaient rouges d'avoir pleuré. Je ne savais pas, a-t-elle dit immédiatement. Je jure que je ne savais pas que Cédric volait vos affaires et votre argent. Nous te croyons, a répondu doucement Olivier. Je ne sais pas quoi dire, a-t-elle dit en s'asseyant sur le bord du lit. J'ai tellement honte de lui. Pour nous, pour la façon dont nous vous avons traité tout ce temps. Tu n'es pas à blâmer pour ses actions, ai-je dit en m'asseyant à côté d'elle. Mais je suis à blâmer pour les miennes, a-t-elle secoué la tête. Pour la façon dont je vous ai traité, pour ne pas avoir fait de vous une partie de notre famille. C'était mal. Nous sommes restés silencieux, ne sachant que dire. Ses paroles étaient sincères, mais elles ne pouvaient pas changer la situation. Je comprends pourquoi vous partez, a poursuivi Amélie. Je ferai la même chose à votre place. Mais les enfants vont vous manquer, surtout Chloé. Elle commençait tout juste à s'habituer à vous. Nous resterons en contact, les jeux assurés. Et peut-être qu'un jour, quand les blessures auront guéri, nous pourrons redevenir une famille. Une vraie famille. Amélie a hoché la tête, retenant ses larmes. J'espère que oui, a-t-elle dit en se levant. Bonne nuit, et pardonnez-nous. Quand elle est partie, Olivier et moi sommes restés assis en silence pendant un long moment, réfléchissant à ses paroles. C'était amer de réaliser que ce n'est que maintenant, alors que tout s'effondrait, que nous comprenions comment les choses auraient dû être depuis le début. Le lendemain matin, nous avons fini nos valises. Cédric était à la maison. Il avait pris sa journée, ce qui était inhabituel pour lui. J'ai appelé un taxi, a-t-il dit, debout dans l'embrasure de la porte de notre chambre. Et je vous ai réservé une chambre à l'hôtel Mercure pour une semaine. Ça devrait vous laisser assez de temps pour décider quoi faire ensuite. Merci, a répondu Olivier. C'est raisonnable. Je vous rendrai vos affaires, a poursuivi Cédric. Tout ce que je pourrai récupérer chez le prêteur sur gage. Et l'argent que j'ai pris. Ça prendra peut-être du temps, mais je vous rembourserai jusqu'au dernier centime. D'accord, ai-je hoché la tête. Nous attendrons. Puis il a hésité. Je veux que vous sachiez que je voulais vraiment que vous viviez avec nous. Pas pour l'argent ou autre chose. Juste, vous êtes ma famille. La famille, c'est plus que le sang, Cédric, ai-je dit doucement. C'est la confiance, le respect, le souci de l'autre. C'est ce qui nous a manqué ici. Il a baissé la tête, acceptant le reproche. Je sais. Et je suis désolé. Plus que je ne peux le dire. Le regret est un début, a dit Olivier. Mais ce n'est que le début. Le vrai remords exige des actes, des changements et du temps. Je comprends, a hoché la tête Cédric. Et j'essaierai de vous prouver que je peux changer, que je suis digne de votre pardon. Le taxi est arrivé une demi-heure plus tard. Nous avons chargé nos valises et dit au revoir à Amélie et aux enfants. Chloé pleurait. Je viendrai te voir, ma chérie, ai-je promis en essayant de retenir mes larmes. Et tu peux toujours m'appeler. Cédric se tenait à l'écart, ne sachant que dire. Au moment où nous montions dans la voiture, il s'est avancé. Maman, papa, je vous aime, quoi qu'il arrive. Nous t'aimons aussi, mon fils, a répondu Olivier. C'est pour ça que ça fait si mal. Le taxi s'est éloigné, nous emmenant loin de cette maison qui n'avait jamais été la nôtre. Je regardais par la fenêtre les rues de Marseille qui défilaient, les collines de l'Étoile au loin, le ciel bleu clair. Où allons-nous, maintenant, Vivienne? A demandé Olivier en me prenant la main. Je ne sais pas, ai-je répondu honnêtement. Mais nous nous en sortirons, ensemble. Comme toujours. Il a serré ma main, et j'ai senti que malgré tout ce qui s'était passé, nous avions encore le plus important. Nous nous avions l'un l'autre. Et peut-être qu'un jour, les blessures guériraient et nous pourrions reconstruire notre relation avec Cédric. Pas tout de suite, pas rapidement, mais un jour. Pour l'instant, nous devions décider où aller ensuite. Retourner à Carpentras, trouver un nouvel endroit, tout recommencer à 69 ans.
Mais une chose dont j'étais sûre, c'est que peu importe les frontières invisibles qui me séparaient de mon fils, il n'y en avait aucune entre Olivier et moi, et il n'y en aurait jamais. 3 jours s'étaient écoulés depuis notre départ, et il y avait toujours un vide étrange dans mon cœur. Olivier et moi nous étions installés à l'hôtel Mercure, un endroit décent, mais pas un foyer. La chambre était propre et confortable, mais impersonnelle. Comme beaucoup de décisions dans nos vies au cours des derniers mois, c'était un compromis temporaire. Ce matin-là, mon téléphone a sonné de manière inattendue. L'écran affichait le nom d'Amélie. J'ai répondu avec un léger sentiment de malaise. Que pouvait-il bien être arrivé d'autre? Vivienne. Sa voix semblait étrangement tendue. Désolée d'appeler si tôt. Ce n'est rien, ma chérie. Quelque chose ne va pas? C'est Cédric, a-t-elle dit après une pause. Il vient d'apprendre que la banque a gelé vos comptes. Il est hors de lui. J'ai fermé les yeux. Bien sûr, Cédric était furieux. La veille, Olivier et moi étions allés à la banque pour protéger nos économies. Sans cet argent, le plan de Cédric pour sauver son projet en faillite était en lambeaux. Je suis désolée que tu sois prise au milieu de tout ça, ai-je dit sincèrement. Mais nous devions le faire. Je sais, a-t-elle répondu doucement. Et je ne vous en veux pas. Je voulais juste que vous sachiez ce qui se passait. Après notre conversation, j'ai réveillé Olivier et lui ai annoncé la nouvelle. Il a écouté en silence, puis a soupiré lourdement. Nous devons décider de la suite, Vivienne. Nous ne pouvons pas vivre éternellement à l'hôtel. Il avait raison. Malgré la trahison de notre fils, nous devions aller de l'avant, reconstruire nos vies, trouver une nouvelle direction. Peut-être devrions-nous retourner à Carpentras, ai-je suggéré. Notre maison est vide maintenant. Les locataires sont partis la semaine dernière. Olivier a hoché la tête. Je vais appeler le docteur Rivière et voir s'il veut bien me reprendre comme patient. C'est ainsi qu'une décision a été prise. Une décision qui allait changer nos vies pour toujours. 2 jours plus tard, nous roulions sur l'autoroute en direction de Carpentras, laissant Marseille derrière nous avec ses collines, son air sec et ses espoirs brisés. Je ne pouvais m'empêcher de penser à Cédric, mon fils, mon unique enfant, que j'avais élevé avec tant d'amour et de soin. Comment en étions-nous arrivés là? À quel moment avait-il décidé que tromper ses parents était un moyen acceptable de résoudre des problèmes financiers? Ne te tourmente pas, a dit Olivier, remarquant mon expression pensive. Nous avons fait tout ce que nous pouvions. Je sais, ai-je soupiré. C'est juste que ça fait mal de penser que ton propre enfant. Je n'ai pas terminé la phrase. Ce n'était pas nécessaire. Olivier comprenait. Notre maison à Carpentras nous a accueillis avec le silence et une légère odeur de poussière. Les locataires, un jeune couple avec un enfant, en avaient bien pris soin. Mais c'était quand même étrange d'être de retour ici, comme revenir à une vie passée. Nous n'étions partis que quelques mois, mais cela semblait être des années. Enfin chez nous, a marmonné Olivier en posant sa valise dans le couloir. J'ai passé la main sur la bibliothèque du salon. Les livres que nous avions laissés étaient toujours à leur place, bien que ma précieuse collection d'éditions rares soit toujours à Marseille, chez le prêteur sur gage où Cédric les avait déposés. Cette pensée m'a de nouveau rendu amère. Je dois appeler la banque, ai-je dit en sortant mon téléphone. M'assurer que tous les comptes sont vraiment protégés. Après confirmation de la banque, j'ai ressenti un certain soulagement. Au moins, nos économies étaient en sécurité. Maintenant, nous devions commencer à reconstruire le reste de notre vie. Nous avons passé la journée à déballer nos affaires et à nous réinstaller dans la maison. Olivier a appelé son ancien médecin, qui a accepté de le reprendre comme patient et lui a proposé un nouveau traitement pour son arthrose. Je suis sortie dans le jardin, qui était devenu un peu envahi par les mauvaises herbes pendant notre absence, mais qui était toujours plein de plantes familières que j'avais plantées moi-même de nombreuses années auparavant. Un matin, en parcourant le journal local, je suis tombée sur une annonce. Le club de l'âge d'or actif accueille de nouveaux membres. Réunions hebdomadaires, excursions, projets caritatifs. Regarde, Olivier, lui ai-je montré l'annonce. Peut-être devrions-nous essayer. Il a étudié les informations et a hoché la tête. Pourquoi pas? On aurait bien besoin de nouveaux amis. Nous sommes allés à la première réunion de l'âge d'or actif avec une certaine appréhension. Après tout, il n'est pas facile de commencer quelque chose de nouveau à notre âge. Mais nos craintes se sont avérées infondées. Nous avons été chaleureusement accueillis. Le groupe était composé de 20 retraités d'âges variés,
allant de 60 à plus de 80 ans. Ils étaient tous actifs, enthousiastes et pleins de projets. On ne reste pas assis à discuter de nos maladies, a déclaré Marthe, une femme énergique de 70 ans qui dirigeait le groupe. Nous faisons quelque chose d'utile pour la société. Elle nous a parlé des projets du groupe, bénévolat à l'hôpital local, aide dans un refuge pour animaux et organisation de kermesses caritatives. J'ai été particulièrement intéressée par le programme de lecture pour enfants à la bibliothèque. J'ai travaillé comme bibliothécaire pendant de nombreuses années, ai-je expliqué. Et j'adore lire aux enfants. Super, s'est exclamée Marthe. Nous manquons justement de monde pour ce programme. Olivier a également trouvé une utilité à ses compétences. Son expérience de mécanicien s'est avérée utile pour un programme de réparation de maisons pour les familles à faible revenu. Malgré son arthrose, il était capable de conseiller les bénévoles sur les questions techniques. Ainsi, nous sommes devenus partie intégrante d'une nouvelle communauté. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais utile, appréciée, membre de quelque chose de plus grand que ma petite famille. Chaque semaine apportait de nouvelles rencontres, de nouveaux projets, de nouveaux amis. J'appelais régulièrement mes petits-enfants. Amélie, fidèle à sa parole, n'interférait pas avec notre communication. Mamie, j'ai eu la première place au concours de maths, a annoncé Chloé un jour. J'ai résolu tous les problèmes plus vite que tout le monde. C'est merveilleux, ma chérie, ai-je dit, sincèrement ravie. Je suis si fière de toi. Maman dit qu'on vient te voir bientôt, a poursuivi Chloé. C'est vrai. J'ai hésité un instant. Amélie m'avait en effet appelé une semaine auparavant pour me faire part de sa décision de quitter temporairement Cédric et me demander si elle pouvait amener les enfants en visite. J'avais accepté, bien sûr, mais je n'étais pas sûre de la réaction de mes petits-enfants à la situation. Oui, ma chérie, c'est vrai, ai-je finalement répondu. Papy et moi serons très heureux de vous voir. Après l'appel, je me suis assise sur la terrasse, pensant à la visite à venir. J'étais heureuse de voir mes petits-enfants, mais j'étais inquiète pour Amélie et Cédric. Leur mariage s'effondrait. Et bien que je ne puisse m'empêcher d'en vouloir à mon fils, cela me faisait quand même mal de voir sa famille se briser. « À quoi tu penses ?» a demandé Olivier en s'asseyant à côté de moi. « À Cédric, ai-je répondu honnêtement. Je me demande comment il va. » Olivier m'a pris la main. « Tu peux l'appeler, tu sais. »« Je sais, ai-je soupiré. Je ne suis juste pas sûre d'être prête pour cette conversation. » Olivier a hoché la tête avec compréhension. La blessure infligée par la trahison de son fils était encore fraîche. Amélie est arrivée avec les enfants une semaine plus tard. Léo, habituellement renfermé et distant, était inhabituellement calme et pensif. Chloé, en revanche, était vive et joyeuse, me traînant immédiatement pour me montrer sa nouvelle tablette. Le soir, quand les enfants dormaient, Amélie et moi nous sommes assises dans la cuisine en buvant du thé. « Comment va-t-il » ai-je finalement demandé. Amélie savait de qui je parlais. « Pas très bien » a-t-elle admis. Le projet a complètement échoué. Les investisseurs nous poursuivent en justice. La banque menace de saisir la maison pour non-paiement. J'ai ressenti un pincement de regret, même si je savais que Cédric s'était attiré ses problèmes. « Appelle-t-il les enfants » ai-je demandé. « Tous les jours » a hoché la tête Amélie. « Et moi aussi. Il jure qu'il va changer, qu'il va trouver un travail, un vrai travail, sans combine risquée. Qu'il remboursera tout l'argent qu'il a pris. » Et tu le crois? Amélie a réfléchi un instant. « Je veux le croire » a-t-elle finalement dit. « Pour les enfants. Mais c'est difficile après tout ce qu'il a fait. » Nous sommes restés assises en silence, chacune perdue dans ses propres pensées. Je pensais à la tournure étrange que la vie avait prise. Il y a quelques mois à peine, Olivier et moi avions emménagé chez notre fils, espérant une relation familiale chaleureuse. Maintenant, nous étions de retour dans notre propre maison, et la famille de notre fils s'effondrait. « Je ne veux pas gâcher sa vie » ai-je dit. « Quoi qu'il arrive, c'est notre fils. Nous voulons qu'il soit heureux. »« Je sais » a répondu doucement Amélie. « Il le sait aussi. Il a juste besoin de temps pour réaliser ce qu'il a fait et comment le réparer. » Amélie et les enfants sont restés une semaine. Pendant ce temps, Olivier et moi avons réappris à connaître nos petits-enfants, profitant de chaque moment ensemble. Même Léo s'est dégelé, surtout quand Olivier l'a emmené sur un projet de bénévolat pour réparer un abri de jardin pour une femme âgée seule. Quand il a fallu se dire au revoir, Chloé a éclaté en sanglots, ne voulant pas partir.
On reviendra bientôt, a promis Amélie. Ou peut-être que mamie et papy viendront nous voir. Vous viendrez? A demandé Chloé avec espoir. Nous viendrons, ma chérie, les jeux assurés. Dès que nous le pourrons. Après leur départ, la maison était de nouveau silencieuse, mais pas vide. Elle était remplie de nouveaux souvenirs et d'un nouvel espoir. 2 autres semaines ont passé. Notre vie s'est installée dans un nouveau rythme. Bénévolat, réunion du club de l'âge d'or, jardinage. Olivier a commencé un nouveau traitement qui semblait vraiment l'aider. Ses douleurs articulaires ont diminué et sa mobilité s'est améliorée. Puis, un samedi matin, alors que je travaillais dans le jardin et qu'Olivier lisait le journal sur la terrasse, un taxi s'est arrêté devant notre maison. Cédric en est sorti, l'air défait et amaigri, mais avec une expression déterminée sur le visage. « Maman, papa » a-t-il appelé en s'approchant du portail. Je me suis redressée, tenant toujours le sécateur à la main. Olivier a posé le journal et s'est levé, s'appuyant sur la rampe de la terrasse. « Je peux entrer ?» a demandé Cédric. « J'ai besoin de vous parler. » Olivier et moi avons échangé un regard. Ce moment était inévitable. Nous le savions. Tôt ou tard, nous devrions faire face à notre fils. « Entre » ai-je finalement dit en ouvrant le portail. Nous nous sommes assis dans le salon, Olivier et moi sur le canapé, Cédric dans un fauteuil en face de nous. Pendant un moment, personne n'a parlé, ne sachant par où commencer. « Je suis venu pour m'excuser » a finalement dit Cédric. « Et pour vous demander de l'aide. »« De l'aide » a répété Olivier. « Quel genre d'aide ?»« Pas d'argent » a rapidement précisé Cédric. « Je ne vous demanderai plus jamais d'argent. Je veux revenir à Carpentras, recommencer à zéro, trouver un travail décent, essayer de garder ma famille unie. »« Et tes affaires à Marseille ?» ai-je demandé. « C'est fini » a dit Cédric avec un sourire amer. Le projet a échoué. Les investisseurs m'ont poursuivi en justice. J'ai vendu la maison pour payer les dettes. Tout ce qu'il me reste, c'est l'espoir qu'Amélie me donnera une seconde chance. J'ai étudié attentivement le visage de mon fils. J'ai vu un remords sincère dans ses yeux, mais aussi du désespoir et de la peur. Il était vraiment au plus bas. « Comment pouvons-nous t'aider exactement ?» ai-je demandé. Je pensais, peut-être que je pourrais rester avec vous pendant un certain temps. Jusqu'à ce que je trouve un travail et un logement. Juste pour quelques semaines. Olivier et moi avons de nouveau échangé un regard. Laisser notre fils revenir dans notre maison, dans nos vies, après tout ce qui s'était passé ? Pourrions-nous un jour lui refaire confiance ? Je comprends vos doutes, a poursuivi Cédric, voyant notre hésitation. Et je ne demande pas un pardon complet. Je sais que ce sera un chemin long et difficile pour le mériter. Mais je veux vraiment changer, être meilleur. Pour Amélie et les enfants, pour vous, pour moi-même. J'ai regardé mon fils, un homme adulte qui avait maintenant l'air aussi perdu qu'un enfant qui avait fait une bêtise et craignait la punition. Et malgré toute la douleur qu'il avait causée, un cœur de mère ne pouvait pas se détourner de lui. « Tu peux rester dans la chambre d'amis » ai-je finalement dit. « Mais il y a des conditions. »« N'importe quoi » a rapidement accepté Cédric. « Premièrement, aucun accès à nos finances. »« Jamais » a dit fermement Olivier. « Deuxièmement, tu trouveras un travail. N'importe quel travail, même si tu penses qu'il est en dessous de toi. »« J'ai déjà envoyé mon CV » a hoché la tête Cédric. « Je suis prêt à travailler comme n'importe quoi. »« Troisièmement, ai-je continué. Tu participeras à la vie de la maison, tu aideras aux tâches ménagères, tu te joindras à nos projets à l'âge d'or actif. » L'âge d'or. C'est une communauté de retraités à laquelle nous appartenons, a expliqué Olivier. Nous faisons du bénévolat et aidons les gens. Ça a l'air génial, a dit sincèrement Cédric. J'adorerais me joindre à vous. Et une dernière chose. J'ai regardé mon fils droit dans les yeux. Tu dois être honnête. Toujours. Pas de mensonge, pas de secret, même si la vérité est désagréable. Cédric a soutenu mon regard. Je le promets, a-t-il dit fermement. Je ne trahirai plus jamais votre confiance. C'était difficile de le croire après tout ce qui s'était passé. Mais je savais aussi que sans confiance, il ne pouvait y avoir de nouvelles relations. Nous devions prendre un risque. Lui donner cette chance, même si cela signifiait la possibilité d'une nouvelle déception. D'accord, ai-je finalement dit.
Sois le bienvenu à la maison, Cédric. Il ne s'est pas précipité pour nous étreindre, sachant qu'il était trop tôt pour cela. Au lieu de cela, il a simplement hoché la tête avec gratitude et soulagement. Merci, a-t-il dit doucement. Je ne vous décevrai pas. Pas cette fois. C'était le premier pas sur un long chemin de guérison. Je ne me faisais aucune illusion. Il y aurait encore beaucoup de moments difficiles, de doutes et peut-être même de déceptions à venir. Mais je croyais aussi en la force de la famille, en la possibilité de changement, en la capacité des gens à apprendre de leurs erreurs. Cette nuit-là, allongée à côté d'Olivier, je pensais à la tournure étrange que nos vies avaient prise. Nous avions commencé cette année en emménageant chez notre fils, espérant une retraite paisible entourée de notre famille. Au lieu de cela, nous avons connu la trahison, la douleur et la perte. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, nous nous sommes retrouvés exactement là où nous devions être. Dans notre propre maison, avec de nouveaux amis, de nouveaux objectifs, et peut-être un nouveau départ pour notre relation avec notre fils. « À quoi tu penses ?» a demandé Olivier, remarquant que j'étais éveillée. « Au nouveau départ », ai-je répondu. À quel point la vie est étrange. Parfois, il faut perdre quelque chose de précieux pour trouver quelque chose d'encore plus important. Et qu'avons-nous trouvé ? A demandé Olivier en se tournant vers moi. J'ai réfléchi un instant. Nous-mêmes, ai-je finalement dit. Nous avons trouvé un nouveau but, une nouvelle communauté, et peut-être une nouvelle chance pour notre famille. Olivier a pris ma main dans la sienne, entrelaçant nos doigts comme nous l'avions fait des milliers de fois au cours des années que nous avions passées ensemble. Tu sais, a-t-il dit, malgré toutes les difficultés, je suis reconnaissant pour cette année. Elle m'a appris que même à notre âge, il est possible de tout recommencer. Et qu'il n'est jamais trop tard pour fixer des limites, ai-je ajouté. Même avec ceux qu'on aime. Nous sommes restés allongés en silence, écoutant le doux tic-tac de l'horloge et la respiration calme de l'autre. Derrière le mur, dans la chambre d'amis, notre fils était également éveillé, pensant à ses erreurs et espérant la rédemption. Un nouveau départ pour nous tous.